si on continue à consommer comme on consomme là. Alors, je vais vous laisser, je vais laisser la parole à M. Yvan pour vous expliquer vers où on s'en va, puis vers où l'énergie en général s'en va si on continue comme on continue. Allez, Alors, Yvan. bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez l'énergie comme moi. Je vous avertis tout de suite, je vous emmène un petit peu ailleurs, mais vous allez voir, cet ailleurs a des liens directs avec le Québec. Donc, ce n'est pas une présentation qui va être ésotérique, loin de là. La première partie va être un petit peu disparate. Là, on va présenter quelques informations sur le secteur de l'énergie, mais après ça, il va y avoir davantage de consistance. On va donc toucher quelques informations générales, des rappels sur l'énergie, mais qu'on a tendance à oublier, puis que 2022 nous a amplement rappelé la crise en Europe et les répercussions très concrètes que ça a eu au Québec, les grandes tendances en énergie et l'accélération de la transition énergétique que je pense s'est produite en 2022. La nouvelle politique géopolitique de l'énergie, on a toujours pensé au pétrole, maintenant ça se déplace un peu vers les mines, et les changements de paradigme que tout ça amène pour les Québécois. Alors, l'année 2022, c'est une année absolument singulière dans le domaine de l'énergie. C'est une année dont on va se rappeler, en fait, toute notre vie. Moi, je me souviens 1973, j'étais né, j'étais jeune, mais je me souviens de cette année-là, il y avait eu la crise pétrolière et ça avait vraiment marqué la suite des choses. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je ne pouvais pas savoir en 1973, tout jeune que j'étais, que cette crise-là allait entraîner dans les années 80, quand je suis devenu diplômé universitaire, une inflation et d'un chômage record quand moi, je graduais de l'université. Alors, en 73, 5 à 6, 7, 8 années plus tard, j'en ai payé les conséquences concrètes. C'est pas grave, j'ai eu une belle vie par la suite, mais le 2022, ça va être la même chose. Alors, on a eu une série d'événements absolument sensationnels, une baisse drastique du gaz russe vers l'Europe. Ça faisait 60-70 ans que les Russes étaient le principal fournisseur d'énergie en Europe. C'est maintenant chose terminée. On a eu des sanctions contre l'énergie russe. C'est une première aussi qu'on dit à un pays, toi, on va t'imposer des sanctions. Première fois aussi qu'on fait un prix plafond sur le pétrole. Les producteurs, eux, avant, jouaient sur la production pour faire monter et varier les prix. Bien là, c'est la première fois que des acheteurs des pays occidentaux ont dit, ben nous, toi, ton pétrole, on ne veut pas l'acheter à plus que tel prix, donc 60 $ du côté du pétrole russe. On s'est aussi rappelé qu'aux États-Unis, dans des caves en Louisiane et au Texas, il y a des cavernes de très grande envergure qui stockent du pétrole depuis 1975 et on a eu une utilisation record. Les utilisations antérieures, 3 ou 4 fois, c'était 40 millions de barils qui avaient été mis sur le marché. En 2022, ça a été 200 millions de barils qui ont été mis sur le marché par le gouvernement américain. On a eu des interventions à presque de hauteur de 700 milliards d'euros pour empêcher, pour protéger les consommateurs de la hausse spectaculaire des prix qui a eu lieu en Europe, autant du gaz que de l'électricité, et également des lois très singulières, l'Inflation Reduction Act et REPowerEU. On va en parler plus tard. Dans les années 70, c'était une crise aussi de grande ampleur, mais je dirais de moins grande ampleur parce que ça portait surtout sur le pétrole. Rappelons-nous peut-être pour les plus jeunes, rappelons-nous pour les plus vieux et pour les plus jeunes, les pays arabes producteurs de pétrole voulaient faire bouger les lignes du conflit au Moyen-Orient, avaient fait un embargo contre le pétrole. Ça avait entraîné une explosion des prix. Et regardez les conséquences déjà dans les années 70. Et comme je vous disais, on va en avoir suite à 2022. On a mis en place donc ces grandes cavernes de pétrole, le Strategic Petroleum Reserve aux États-Unis, qui est géré par le gouvernement américain et pas par les entreprises. L'Agence internationale de l'énergie, pour les plus passionnés, vous entendez constamment les rapports forts de l'Agence internationale de l'énergie. Et on pense que l'agence, c'est une agence de production de rapports. Pas du tout. La première mission, encore, de l'Agence internationale de l'énergie, c'est la sécurité des flots pétroliers pour les pays occidentaux. Et ensuite, c'est ajouté une mission de production de connaissances, mais l'AIE a pour mission la sécurité énergétique des pays membres. Je vais revenir là-dessus. Après les années 70, les Américains ont envoyé des troupes au Moyen-Orient, 35 000 troupes. Ils y sont encore pour protéger la sécurité du maritime, du transport pétrolier. Et la France s'était lancée dans le nucléaire, de même que le Japon.
Et l'Europe, vous voyez comme l'histoire fait une boucle, l'Europe s'était tournée vers le gaz russe en disant ben, le pétrole du Moyen-Orient, c'est pas très fiable. Je l'avais vécu dans les années 70, en 1973. 1979, il y avait eu la révolution iranienne. Donc, les prix avaient augmenté. Donc, l'Europe s'était dit tiens, on va aller voir les Russes qui, eux, sont en train de développer leur champ gazier, puis on va faire des contrats avec eux qui ont duré jusqu'en 2022. Et au Québec aussi, ça avait eu des conséquences concrètes. Hydro-Québec avait accéléré l'électrification du chauffage parce que l'électrifier, c'était avec de notre énergie à nous, donc ça assurait une meilleure sécurité énergétique. On parle beaucoup de transition énergétique et c'est moi j'aime travailler sur les angles morts en énergie. Et le livre que j'ai publié l'année dernière, c'est un petit peu aussi pour rappeler que, OK, on parle beaucoup de transition, là, mais soyons réalistes, pour aujourd'hui, le pétrole, c'est encore la première source d'énergie la plus importante sur le plan politique. Et on l'a vu en 2022, les pétrolières, qui existent depuis souvent plus d'une centaine d'années, ont fait leurs profits records. Les profits records de l'industrie pétrolière, ça a été en 2022. Et vous voyez ici Saudi Aramco, qui est la principale compagnie pétrolière et la compagnie nationale d'État de l'Arabie saoudite, a fait rien de moins que 161 milliards de profits, pas de revenus, de profits nets. 161 milliards, c'est le plus grand profit de tous les temps, toute entreprise confondue. Alors, je revenais à ça, la mort du pétrole. Bien non, ce n'est pas encore le cas. Comme vous le voyez ici, suite aux années 73 et 79, la révolution iranienne, avec le régime qui est toujours en place aujourd'hui, qui est hostile aux États-Unis, les Américains avaient envoyé 35 000 troupes au Moyen-Orient. Ils y sont encore. Il n'y a aucune discussion pour les ramener même avec la transition énergétique. Donc, le pétrole reste encore la source d'énergie la plus importante. Et même l'armée américaine est l'institution qui consomme le plus de pétrole au monde et de très loin. Elle consomme 100 millions de barils de pétrole par année, ce qui est l'équivalent d'une journée de production mondiale. Donc, les Américains, l'armée américaine a besoin de pétrole pour assurer la sécurité des États-Unis. Alors, on va revenir au concept de base, l'énergie. On se sert encore beaucoup d'énergie extraite du sol, donc le charbon, le pétrole et le gaz. Ça compte 80 des besoins énergétiques dans le monde. Très peu de changements depuis 30 ans. Je vous le dis aussi pour vous faire prendre conscience de l'importance et de la difficulté de la transition. Quand j'ai commencé ma carrière à Hydro-Québec, il y a plus de 30 ans, les énergies fossiles étaient 80 et plus des sources d'énergie dans le monde. Bien, 30 ans plus tard, je suis devant vous, je suis un retraité depuis 3 ans, chercheur, et puis c'est encore plus de 80 %. Donc, ça ne change pas si vite que ça. Donc, vous voyez l'ampleur de la transition dans laquelle on s'engage. Bon an, mal an, on ne s'en doute pas aussi. Le Québec, la moitié de son déficit commercial, c'est des achats de pétrole et de gaz. Donc, ça compte beaucoup. Du pétrole et du gaz qu'on achète des États-Unis et du Canada. On a déjà acheté de l'Arabie saoudite, du Venezuela, etc., mais depuis 5-6 ans, c'est exclusivement des États-Unis et du Canada. Et l'énergie secondaire, c'est bien sûr l'électricité qu'on produit en abondance au Québec. L'hydrogène, dont on parle beaucoup, mais on en produit de l'hydrogène déjà énormément pour les besoins de l'industrie pétrolière, les besoins de l'agriculture, les fertilisants, etc. Mais elle est carbonée. On la produit essentiellement à partir de gaz. L'hydrogène, c'est du CH4. Donc, on sépare la molécule, mais c'est fait de façon carbonée avec du gaz. Et là, on veut en produire. Le premier défi, c'est de décarboner la production actuelle. Et on veut aussi s'en servir en la produisant avec des énergies renouvelables pour notamment les secteurs qui sont difficiles à décarboner, l'aciérie, la cimenterie, etc. Et la transition énergétique dont on parle tant, c'est qu'on passe du primaire au secondaire. Alors, la transition, quelques commentaires rapides. Quand une personne comme moi a le nez collé sur le secteur de l'énergie, je lis plusieurs heures par jour sur des rapports, des articles, etc. J'écris des textes. Je suis toujours surpris entre le conflit entre l'approche, je dirais, évolutive, des gens qui disent, bien écoutez, ça va prendre un peu de temps, et ceux qui disent, non, il faut peser sur l'accélérateur, puis électrifier au maximum. Alors ça, dans les échos que vous avez du secteur énergétique, sachez que ça existe. Il y a vraiment une lutte entre ceux qui disent, il faut investir massivement, électrifier tout, et ceux qui disent, bien écoutez, il faut être réaliste, puis ça va prendre plus de temps. La transition énergétique, on pense que c'est un jardin d'Éden, mais ça ne sera pas un jardin d'Éden.
Parce que la transition énergétique, c'est la transition vers l'électricité. L'électricité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des lignes. Ça veut dire plus de lignes électriques sur nos territoires. Ça va vouloir dire beaucoup plus de mines, parce que les énergies renouvelables consomment beaucoup de minéraux. On va y revenir. Et ça ne sera pas une transition linéaire, mais plutôt chaotique, imprévisible. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Les pétrolières avaient dit, on va consacrer probablement 25 % de nos investissements d'ici 2030 sur des énergies renouvelables. Ils ont reculé en 2022, puis ils disent qu'on va y aller maintenant à hauteur de 15 %. Donc, on n'est pas nécessairement dans une ligne droite, on est dans une ligne là, où il va y avoir beaucoup de zigzags. J'aime bien présenter ce graphique. Vous voyez ici, ils sont presque identiques. Simplement un rappel que la révolution industrielle, c'est quoi essentiellement? C'est de la consommation d'énergie. C'est le remplacement du travail humain par des machines. C'est ça la transition. Or, d'une machine, bien évidemment, ça a besoin d'énergie pour être fabriquée et ça a besoin d'énergie pour être opérée. Alors, la révolution industrielle a fait en sorte qu'on a consommé beaucoup plus d'énergie. Et vous voyez ici, en vert, ce sont les êtres humains qui ont quitté le mode de la survie depuis à 150 ans. Donc, vous voyez, consommation d'énergie accrue et augmentation effrénée de la qualité de vie, mais en utilisant beaucoup plus d'énergie qui, malheureusement, sont carbonées et dont il faut apprendre à petit à se débarrasser si on veut régler les dérèglements climatiques. Donc, encore une fois, pour vous parler de l'ampleur, ça aussi, c'est un graphique qui est un peu l'histoire de l'énergie. En rouge, c'est la biomasse. On s'est servi du bois pour se chauffer, etc. Ensuite est apparu le charbon avec la révolution industrielle. En Angleterre, on commençait à utiliser le charbon pour opérer des machines à vapeur, etc. On a additionné ensuite le pétrole. Comme vous voyez ici, c'est dans un horizon plus court dans le temps. On a ajouté du pétrole et ensuite, on a rajouté les énergies renouvelables. Et on se retrouve aussi aujourd'hui avec cette consommation d'énergie. J'ai entouré ici en rouge les énergies renouvelables qui sont apparues dans le mix énergétique au cours surtout des 10 dernières années. Et dans 30 ans, quelqu'un qui vous fera une présentation, si on arrive à un monde décarboné, il faudra que le petit bout en rouge ait complètement fait basculer tout le reste du graphique. En fait, est-ce qu'on peut parler de transition énergétique? Pas encore. On est plutôt en addition d'énergie. Comme vous le voyez ici, le niveau de consommation du charbon stagne, mais n'a pas baissé. Même chose pour le pétrole, même chose pour le gaz. Et on a ajouté du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais comme vous voyez, la consommation d'énergie est en hausse. On n'a pas encore transité. Transiter, ça va vouloir dire que les renouvelables remplacent des énergies fossiles. On n'est pas encore atteint ce seuil-là. On espère qu'on va l'atteindre dans cette décennie, mais ce n'est pas encore chose acquise. Rappelons-nous aussi notre consommation d'énergie, M. Pinault en a parlé. Un simple réfrigérateur aux États-Unis, vous voyez ici la barre, là, à 453, ça consomme plus d'électricité, un réfrigérateur, que beaucoup de citoyens dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Et chez nous, il y a aussi une très grande inégalité. Comme vous le voyez ici, on va prendre ici les États-Unis. Regardez, ils sont un citoyen riche qui est dans le clan ou le bassin des personnes les plus riches, consomme 50 tonnes de CO2 par an. Et j'ai de la misère à lire aussi les 10 des gens les moins fortunés. J'arrive peine à lire. Là, on est à pas loin autour de 5 tonnes de CO2 par année. Donc, comme vous le voyez, ça a commencé à sortir, je trouve, depuis quelques mois dans les médias, que les personnes riches ont une consommation de CO2 absolument incomparable avec les citoyens moyens et encore pire avec les citoyens les moins fortunés. Alors, on va passer au bloc 2. La première partie, c'était la mise en bouche. Le bloc 2, la crise énergétique de 2022, c'était essentiellement une crise européenne. Alors, comme vous le voyez ici, en haut, c'est le graphique des livraisons de gaz en 2021 de la Russie. Et vous voyez ensuite en rouge les livraisons de gaz de 2022. Vous voyez, il y a une chute absolument spectaculaire et on est presque à des quantités infinitésimales. C'est quand même important parce que ça faisait presque 60-70 ans que la Russie livrait à 40 50 du gaz consommé en Europe venait de la Russie. Et 2022, ça a été vraiment une chute spectaculaire. Et comme vous le voyez,
il y a une consommation, économie 101, une consommation stable ou une demande stable, mais avec une offre, un approvisionnement en chute, ça fait augmenter les prix. Alors, regardez ici la hausse des prix de l'énergie en 2022. C'est concret, là. Si vous payez 200 € par mois d'électricité et de gaz, vous étiez rendu à 1200 € par mois. Donc, c'était intenable pour le citoyen moyen. Alors, les gouvernements ont dépensé 700 milliards d'euros en 2022 pour aider les ménages. En France, par exemple, on a dit 15 % d'augmentation. Bien, en haut de 15 % on prend tout le reste. On ramasse la facture. Donc, ça a coûté très cher. Et ça venait aussi après la pandémie, là, où les gouvernements aussi ont investi massivement pour les services sanitaires. Mais Vladimir Poutine avait certainement un œil sur les températures cet hiver en Europe. Et son pari, c'était qu'il allait faire très froid puis que les citoyens allaient cogner à la porte des gouvernements pour leur dire « Reprenez les livraisons de gaz avec la Russie ». C'était ça son souhait, c'était ça son pari géopolitique. Ça n'a pas fonctionné et les Européens ont vraiment joué de beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a eu un hiver, un des hivers les plus doux dans l'histoire de l'Europe pour le temps qu'on prend les températures. Je pense que ça a été le 5e hiver le plus doux depuis une centaine d'années. Donc, les Européens ont joué vraiment de chance. Ils ont aussi rempli leurs réserves de gaz. Ils remplissaient les réserves de gaz à chaque hiver, bon an, mal an, mais c'était plus pour faire face aux variations de la demande, pas pour faire face à une situation de crise. Elle s'en est tirée, mais ce n'est pas encore sûr que le prochain hiver, ça va être aussi facile parce que, d'une part, il y aura encore moins de gaz russe parce qu'il y a quand même eu des livraisons un petit peu cette année. Ils ont mis ça en stockage. Là, il n'y en aura pas. Et également, les Chinois ont beaucoup aidé avec leur politique de confinement. Comme les Chinois se sont confinés, ils n'ont pas consommé autant d'énergie. C'était même la première fois qu'il y a eu un fléchissement depuis 30 ans de la consommation énergétique chinoise. Donc, les Européens ont joué vraiment magnifiquement de chance en 2022. Température douce et les Chinois qui ne consomment pas, ça a libéré du gaz naturel pour les Européens. Il y a eu un grand gagnant de cette opération-là, de toute cette crise, et c'est les États-Unis, notre voisin du Sud. Les Américains, regardez ici, ont augmenté de 120 % leur livraison de gaz. C'est absolument imprévu pour eux. Ils commencent 2022, c'est une année ordinaire, et à partir de février, les choses basculent complètement, et les Américains sont venus aussi aider, parce que si vous achetez plus de gaz russe, vous avez quand même besoin de gaz. Alors, il fallait un pourvoyeur, et ce sont surtout les Américains qui ont livré par bateau du gaz vers l'Europe. Donc, les grands gagnants de cette crise de 2022, les États-Unis. Et là, on va se rapprocher un petit peu des effets que tout ça, ça a eu sur nous. Alors, je voulais aussi vous montrer là, que ça soit concret, d'où viennent ces bateaux. Ce sont surtout en Texas, Louisiane, dans le sud des États-Unis. Vous voyez ici le principal centre de production de gaz naturel liquéfié, c'est à Corpus Christi, au Texas. Ces gens-là ont produit à plein volume et ils ont envoyé leur gaz en Europe. Alors, c'est un graphique très compliqué, mais comme je le disais tout à l'heure, économie 101, vous produisez du gaz, vous pensiez le vendre sur le marché domestique, et là, vous avez un marché à l'international qui veut vous payer le gros prix pour obtenir du gaz. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez, mais ça crée une rareté sur le marché domestique. Résultat, les Américains aussi ont eu une augmentation des prix, c'est ce que j'essaie de montrer ici. Il y a une augmentation également des prix aux États-Unis du gaz, puis le gaz, ça sert au chauffage, bien sûr, à la production industrielle et à la production d'électricité. Puis là, on se rapproche, quand je dis ça, on se rapproche encore plus de nos intérêts à nous, les Québécois. Vous voyez ici l'augmentation importante des prix de l'électricité aux États-Unis, résultant du fait que le gaz était plus cher, gaz qui sert à la production d'électricité. Donc, il y a une augmentation des prix de l'électricité. Et le grand gagnant de tout ça, c'est Hydro-Québec. Et je l'avais écrit déjà au mois d'août. J'avais dit la crise énergétique, ça commence, je pense, ça va vraiment profiter à Hydro-Québec. Et ça s'est avéré. Regardez ici, Hydro-Québec a enregistré. C'est quand même une compagnie qui existe depuis plus de presque 80 ans. Hydro-Québec a enregistré son profit record en 2022. Et de loin. Donc, Hydro-Québec a obtenu, et c'est là que je voulais vous dire comment toutes les choses sont maintenant interconnectées. Hydro-Québec a fait un profit record en 2022 en raison de l'invasion de la Russie en Ukraine.
Donc, c'était un lien absolument direct. Hydro-Québec ne s'en est pas caché. Elle a dit qu'effectivement, la crise en Ukraine a fait augmenter les prix de l'électricité aux États-Unis. Elle a pu obtenir un prix beaucoup plus intéressant. Vous voyez ici une augmentation de 60 % du prix pour lequel elle a pu vendre aux États-Unis. Et donc, un profit qui a augmenté de 30 %. C'est le profit record de l'histoire d'Hydro-Québec. Alors, j'arrive déjà donc au bloc 3. Le bloc 3, ce que je cherche à vous convier, c'est combien le secteur de l'énergie a complètement changé au cours des 20 dernières années, encore là avec des conséquences très concrètes pour le Québec. Il y a eu des changements profonds qui sont intervenus au cours des 20 dernières années dans le secteur de l'énergie. Le premier, c'est l'émergence des États-Unis comme la plus grande puissance énergétique dans les énergies fossiles. L'internationalisation du gaz, on l'a vu avec le gaz naturel liquéfié, l'a percé depuis 10 ans seulement. C'est peu dans l'histoire humaine. Des énergies renouvelables et les besoins majeurs en minéraux pour soutenir la transition. On pourrait aussi parler de l'émergence de la Chine, qui est devenue un très grand joueur dans le secteur énergétique, mais on va manquer de temps. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a mon livre, là, un petit peu d'autopublicité que j'ai publié fin 2022 et qui parle de ces différents enjeux. Alors, on va parler des États-Unis. Je me souviens très bien, quand j'étais à Hydro-Québec, j'avais une fonction qui m'amenait souvent à aller aux États-Unis, à composer avec le marché américain. Et je me souviens très bien qu'en l'an 2000, il y avait beaucoup de pessimisme aux États-Unis dans le secteur énergétique. Les gens disaient, notre production pétrolière est en déclin, on va dépendre encore plus du Moyen-Orient. On parlait de pays coal, il y avait des inquiétudes comme sur les réserves de pétrole dans le monde. Et au niveau du gaz, c'est encore pire. On se disait, bientôt, on n'aura plus de gaz ici. Il va falloir maintenant en importer de l'étranger, du Qatar et de l'Australie. Alors, des terminaux d'importation, ce sont des projets de 5 à 6 milliards de dollars. On avait investi dans des terminaux d'importation. C'est en train de se faire construire. Et puis, les Américains, donc, s'apprêtaient à accueillir du gaz de l'étranger. Et dans la décennie 2010, il y a eu une révolution silencieuse. Tellement silencieuse qu'absolument personne ne l'a vu venir, y compris Hydro-Québec, et même l'Agence internationale de l'énergie l'a dit elle-même. Tout le monde a manqué son coup sur cette affaire. Personne n'a vu venir les grandes révolutions et les changements fondamentaux qui ont été générés par l'apparition d'une nouvelle technique, là, qui est la fracturation hydraulique. On va avoir un graphique tout à l'heure. Et le forage horizontal, ça a changé complètement d'adole. On peut parler d'une révolution dans le secteur de l'énergie. Alors, ceux qui étaient en train de, par exemple, les Américains qui étaient en train de construire leurs terminaux d'importation ont arrêté les chantiers et ont réfléchi à la suite des choses. Le résultat, c'est que plus tard, quelques mois plus tard, ces terminaux-là ont été reconfigurés comme terminaux d'exportation de gaz naturel, étant donné que les Américains avaient vraiment découvert des ressources inenvisageables en matière de pétrole et de gaz sur leur propre territoire. Alors, qu'est-ce que c'est les hydrocarbures de schiste? C'est qu'au lieu d'avoir ici, grosso modo, je ne suis pas un ingénieur, mais aussi, au lieu d'avoir un réservoir, vous avez des roches. Alors, il faut mettre ici un forage horizontal pour les fracturer et vous devez ensuite envoyer de l'eau, du sable et un composé chimique pour les faire exploser. Et ensuite récolter le pétrole et le gaz. Alors, c'est ce qu'on appelle donc le forage horizontal, la fracturation hydraulique. C'était une technique qui était connue. Il ne faut pas penser que c'était absolument inconnu, mais je dirais que c'était la formule chimique là, de sable, d'eau et le produit chimique en bonne quantité selon les bonnes façons de procéder qui manquaient. Et c'est une entreprise du Texas qui a finalement trouvé le poteau rose et a créé cette révolution qui s'est ensuite répandue partout aux États-Unis. Alors, c'est ce qu'on appelle des hydrocarbures de schiste. Et où ça se situe ça? Je trouve toujours important d'avoir de la géographie. Il y a ici des bassins qu'on appelle le Marcellus, qui est en Pennsylvanie, là où le pétrole a commencé son exploitation commerciale en 1859, donc sans surprise. Il y en avait aussi la formation Bacon, le Barnett et le Eagle Ford. Alors, c'est là que c'est la technique de la fracturation hydraulique et du forage horizontal ont été appliquées de façon absolument massive aux États-Unis et ça a entraîné donc ce grand changement. Et si vous me posez la question, qu'est-ce que vous avez appris en rédigeant votre livre? Moi, je vous dirais une chose. J'étais quand même assez, je ne suis pas pro-américain, là, on va s'entendre, là, mais j'ai quand même été épaté à quel point les Américains bougent vite. Alors, dès 2006-2007, la fracturation hydraulique s'est mise à être adoptée par plusieurs compagnies pétrolières et ça n'a pas pris de temps, là. Non seulement les Américains sont devenus de grands producteurs,
Ils sont devenus le plus grand producteur de gaz au monde, surpassant la Russie. Chose que je ne pensais jamais voir dans ma vie. Ils ont dépassé l'Arabie Saoudite en 2018 comme le plus grand producteur de pétrole au monde. Et en 2022, l'année passée, ils sont devenus le plus grand exportateur de gaz au monde. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans auparavant, ils étaient en train de construire des terminaux d'importation de gaz. Et là, ils sont devenus le plus grand exportateur. Alors, pour Hydro-Québec aussi, on l'avait eu en plein front dans les années 2010. On vendait en gros à 8, c'est un chiffre, là, mais à 8 milliards 8 dollars le milliard de BTU, British Thermal Unit, peu importe. Eh bien, les prix ont chuté à 4. Donc, Hydro-Québec s'est retrouvé avec une rentabilité beaucoup moins grande par kilowattheure vendu aux États-Unis à partir des années 2010. Alors, ici, je voulais vous montrer un graphique en bleu. Vous voyez ici, je vous parlais de la baisse, cette inquiétude dans les années 2000. Donc, on voit que les Américains voyaient une baisse continuelle de leur production pétrolière, une augmentation spectaculaire. Et les gens entourés ici, là où ils ont dépassé l'Arabie Saoudite comme plus grand producteur de pétrole au monde, c'est encore plus spectaculaire dans le gaz. Vous voyez ici, les Américains exportaient à peu près pas de gaz. Et regardez, la flèche, elle monte au ciel depuis 7 ans. Donc, les Américains sont devenus un joueur majeur dans le domaine du gaz. Et vous voyez ici encore plus spectaculaire. Puis vous pouvez imaginer, le secteur énergétique, c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent avec des grosses infrastructures. Regardez où les Américains partaient comparé au Qatar. Et voici, ils ont dépassé le Qatar en 2022. Regardez la montée absolument spectaculaire des ventes de gaz naturel liquéfié sur le marché mondial. Alors, un petit mot, c'est quoi du gaz naturel liquéfié? Ça aussi, c'était connu, mais ça a pris une expansion depuis surtout Fukushima. Fukushima, avec l'accident nucléaire, les Japonais ont arrêté toutes leurs centrales nucléaires et ils ont dit, bien là, il faut combler 30 % de notre énergie, il faut la trouver quelque part. Alors, ils se sont tournés vers le gaz. Le gaz naturel liquéfié, c'est bien sûr plus dispendieux que du gaz distribué dans les tuyaux. Et donc, c'est pour ça que le gaz, ça n'a jamais été une énergie très géopolitique, c'est une énergie régionale. Donc, il n'y avait pas d'enjeu politique autour du gaz. Mais à partir du moment où on le liquéfie, à moins 160 degrés, c'est un gaz, on le met en forme liquide. Sa forme liquide permet de mieux le transporter. Alors, à partir du moment où on a pu faire ça, le commerce avec Fukushima a explosé et le gaz est devenu aussi une énergie géopolitique comme l'est le pétrole, transporté en mer. D'où le fait que les Américains, comme je vous mentionnais, sont au Moyen-Orient, ne quitteront pas la zone parce qu'il y a aussi beaucoup de gaz qui est produit à partir du Moyen-Orient. Je vous mentionnais que le Qatar était jusqu'à récemment le principal producteur de gaz au monde. Alors, vous vous souvenez de GNL Saguenay? On était dans le marché au Québec. GNL Saguenay, c'était un projet de gaz naturel liquéfié venant de l'Alberta et on aurait électrifié la liquéfaction avec de l'hydroélectricité et les bateaux seraient partis du Saguenay vers l'Europe amener du gaz. C'est sûr qu'on n'avait pas la crise européenne quand les décisions ont été prises. Moi, j'aime la géopolitique. J'aime moins, bien sûr, les énergies carbonées. Mais en termes de géopolitique, c'est sûr que ça aurait mis le Québec beaucoup sur la carte. Là. Je vais juste vous le dire. Là. Si on avait été un producteur de gaz naturel liquéfié, les Européens auraient signé déjà des contrats avec nous en 2022, c'est clair. Le dirigeant allemand est venu pour voir si effectivement il aurait pu faire renaître ce projet. Mais j'insiste, ce projet-là ne verra jamais le jour. C'est maintenant conclu. Mais c'était la même idée que les Américains qui exportent leur gaz en Europe. On aurait été un des acteurs de ce grand commerce. Alors, la troisième grande, peut-être la plus importante, en fait, changement, c'est vraiment les énergies renouvelables. Et encore là, je vous ramène à mon expérience d'Hydro-Québec. Quand je suis rentré à Hydro, les énergies solaires, éoliennes, c'était vraiment un rêve. Là. Ça va peut-être venir un jour. Peut-être, et puis ça serait bien souhaitable, mais les prix étaient des milliers de fois, j'insiste, pas des dizaines, des milliers de fois plus importants que les énergies fossiles ou l'hydroélectricité. Donc, ça apparaissait dans un horizon extrêmement éloigné. On passe l'histoire très vite. Là. L'énergie solaire, par exemple, ça a été surtout développé aux États-Unis. L'Allemagne a joué un rôle. Les Danois aussi ont joué un rôle. Les Japonais ont joué un rôle, mais ceux qui ont mis la balle dans le but, c'est les Chinois. Alors, la mise à l'échelle de ces technologies-là au cours des 10 dernières années en Chine
pas tant pour des raisons de transition énergétique, mais surtout pour des raisons de sécurité énergétique et de pollution de l'air, ont fait en sorte que les prix des énergies solaires et éoliennes ont baissé de façon encore là absolument inattendue au cours des 10 dernières années. Donc, l'écologiste, le Stephen Guilbeault de ce monde, qui avant cognait à la porte des politiciens pour leur dire, ben là, il y a les changements climatiques, il faudrait prendre d'autres formes d'énergie, et puis qui était rejeté parce qu'il n'y avait pas de solution à cette crise, à cette problématique. Ben là, maintenant, ils peuvent rentrer dans le bureau du ministre parce qu'ils ont véritablement des technologies qui peuvent faire le travail et remplacer les énergies fossiles. Et j'insiste, tout ça, c'est seulement depuis 10 ans. Donc, on est passé de l'aspiration à la possibilité, effectivement, d'effectuer cette fameuse transition. Et des Stephen Guilbeault de ce monde se retrouvent maintenant ministres. Alors, vous voyez ici, c'est des chiffres. On ne va pas trop s'y attarder. Je voulais juste que vous voyiez, en fait, les images. L'éolien, 60 % de baisse dans son coût par kilowattheure depuis 10 ans. Le solaire, c'est encore plus spectaculaire. Ça va réjouir mon ami Patrick, qui est président d'Énergie solaire Québec. Et également les batteries, même chose, une chute spectaculaire. Donc, maintenant, les compagnies pétrolières ont vraiment de la compétition, ce qu'ils n'ont pas eu pendant les 150 années de leur existence. Là, ils ont vraiment de la compétition. Alors, graphique inverse, vous voyez ici l'augmentation depuis une dizaine d'années des kilowattheures installés en éolien, en solaire et également du nombre de batteries. Et c'est tellement vite que moi, c'est une statistique qui m'avait impressionné. La firme BP, qui fait un rapport annuel sur l'énergie, a dit que le solaire et éolien, ce sont les énergies qui pénètrent le plus rapidement le mix énergétique de l'histoire moderne. Donc, la croissance, elle est très soutenue et on n'en voit pas encore pour le moment la fin. La majorité des capacités additionnelles d'électricité aux États-Unis en 2023, ça va être du solaire. 2022, pour la première fois de l'histoire, les investissements en énergie renouvelable ont été l'équivalent des énergies solaires, 1 trillion de dollars. Donc, les énergies renouvelables sont maintenant à égalité avec les investissements qui sont faits dans les énergies fossiles. Alors, on est rendu, il y a à peine 3-4 ans, on était à 2-3 % de production d'électricité mondiale venant du solaire et de l'éolien. On est rendu déjà à 12 % et on entrevoit des projections très positives pour ces deux formes d'énergie notamment. Je dois quand même rappeler, puis là je bouge un peu plus sur ma prochaine section, on est content de ça, là, mais c'est surtout la Chine qui fait ces investissements-là. Regardez la différence, encore là c'est un graphique, je ne vous donne pas vraiment les chiffres, mais c'est surtout la Chine qui fait du développement solaire et éolien. Là. On en fait, oui, parfait, mais les Chinois sont vraiment le leader incontestable et c'est eux qui ont vraiment amené par l'ampleur du pays, la mise à l'échelle de ces technologies, ils ont amené une progression très, très significative dont maintenant on peut profiter. Mais l'histoire va peut-être changer. J'aime dire qu'on ne prend pas encore assez la mesure au Québec de l'importance de l'adoption en août 2022 de l'Inflation Reduction Act. Elle est mal nommée. C'était pour des raisons politiques qu'on l'a nommée comme ça. C'est une loi pro-climat. Selon moi, c'est la plus importante mesure pro-climat de l'histoire des États-Unis avec le Clean Air Act de 1970. Alors, regardez ici, je vous ramène sur le solaire. Ici, c'est le développement du solaire aux États-Unis. S'il n'y avait pas eu l'Inflation Reduction Act, et regardez l'addition que cette loi va amener dans les capacités solaires aux États-Unis. Et vous avez également la même chose ici du côté éolien. Le vert, c'est ce qu'il y aurait eu probablement. Le jaune, c'est l'addition que va amener cette loi phare adoptée aux États-Unis en août 2022. Donc, ça fait même pas un an. Beaucoup de bonbons. Encore une fois, je ne passerai pas dans travers la liste, mais c'est pour vous montrer, ça, ce sont les subventions qui sont données par le gouvernement américain pour la production de différents équipements reliés aux énergies solaires, éoliennes et aux batteries. Ce sont des chiffres très généreux. Très généreux. Et ce qui est encore le plus épatant, c'est qu'une entreprise peut développer autant de projets qu'elle veut et il n'y a pas de limite.
vous développez une usine à batterie, vous allez avoir ces cadeaux-là. Si vous voulez en faire une autre dans l'État voisin, vous allez aussi avoir ces cadeaux-là. Donc, c'est une loi qui est vraiment exceptionnelle en ce sens. Pas de bâton, surtout des bonbons, des carottes. Alors, j'ai pris ça justement en vue de cette présentation. Je voulais voir un peu où on en était. Selon le Financial Times, on a déjà 65 milliards de dollars qui ont été confirmés dans des investissements en énergie renouvelable, 44 000 emplois. On est déjà au double du chiffre de 2021. Alors, moi, ce que je dis, je vous ai dit tout à l'heure, qu'ai-je appris beaucoup de mon livre? J'ai appris que les Américains vont bouger vite. Alors, je peux me permettre modestement de dire que je soupçonne que les États-Unis sont en voie de devenir la plus grande puissance énergétique, toute énergie confondue, d'ici une dizaine d'années. Parce qu'ils vont bouger vite, les investissements vont sortir et quand on va aller se promener aux États-Unis, on va avoir des parcs éoliens et solaires. J'en suis presque convaincu. Donc, le Canada et l'Europe ont été pris un peu de court. Les Européens, en 2022, avaient adopté déjà des mesures très, très costaudes pour favoriser la transition, l'accélérer avec des objectifs très ambitieux. Et c'est du concret. Ils ont déjà commencé à faire des investissements. Et le Canada, le dernier budget, c'était beaucoup pour répondre au Inflation Reduction Act. Donc, comme vous voyez ici, les Européens sont aussi assez généreux pour leur industrie des renouvelables. Vous voyez ici les subventions qui sont accordées. Et le Canada, récemment, a dit, ben nous, le Clean Air Act, j'ai oublié de le mentionner, c'est 370 milliards de dollars américains. Alors, le Canada a répliqué récemment, en mars, n'avait pas le choix, sinon les entreprises canadiennes allaient bouger aux États-Unis. Donc, on a adopté des mesures de 83 milliards de dollars avec aussi des crédits quand même significatifs. Je donne un exemple, une entreprise comme Hydro-Québec qui n'avait jamais vraiment obtenu des crédits pour sa production hydroélectrique du gouvernement fédéral va pouvoir réclamer des crédits au gouvernement fédéral pour une centrale hydroélectrique. Donc, ça va coûter passablement moins cher à Hydro-Québec pour faire ses centrales parce qu'elle va obtenir des retours du gouvernement fédéral. Je ne pense pas que ça s'est jamais vu dans l'histoire d'Hydro-Québec. Même chose pour l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il y a beaucoup de doutes autour de cette énergie-là. Je ne reviendrai pas trop longtemps, mais il va se passer quand même quelque chose, là, parce qu'avec le Clean Air Act, le prix du kilogramme d'hydrogène devrait passer environ à 5 $ à une plage là, autour de 2 $. Donc, 2 $, ça veut dire qu'une industrie peut se créer. Donc, on peut prévoir qu'il y aura des carrefours d'hydrogène aux États-Unis et dans différentes villes. Alors, ici, ce que je veux mentionner, c'est que je pense le point de bascule a été atteint sur la transition énergétique. Beaucoup de gens disaient, oui, on en parle, mais il ne se passe rien. Là, maintenant, à peu près l'ensemble des émissions sont couvertes par des engagements de la part des villes, des municipalités, des ONG, des gouvernements locaux, nationaux, municipaux. Maintenant, à peu près tout le monde a des engagements climatiques. Donc, les émissions sont couvertes. Et là, il y a des organismes qui font, bien sûr, le monitoring de tout ça. Et ça fait en sorte que l'industrie, donc je le mentionnais, décolle. Et en 2021, on a les emplois dans les énergies renouvelables ont équivalé celles du pétrole. Si bien qu'on peut commencer à être un peu plus optimiste. Je vous parlais que ça allait être une longue transition, mais on peut voir un peu de soleil apparaître à l'horizon. L'Agence internationale de l'énergie pense qu'effectivement, on va arriver à une pointe de consommation de pétrole dans la décennie 2020. On avait repoussé ça à 2030-2035. Il y a plus d'espoir. 15 des véhicules vendus en 2022 dans le monde ont été électriques. C'était à peine 5 2 ans auparavant. C'est quand même une progression très importante. Et là, je vous parlais de transition. Bien, on pense que d'ici 2030, les énergies renouvelables vont remplacer 5 millions de barils par jour, ce qui est 5 de la consommation mondiale. Donc là, on peut parler un peu de transition véritablement au lieu d'addition énergétique. Oui, il ne me reste plus grand temps, là. Je vais malheureusement devoir passer plus vite là-dessus, mais comme je vous le mentionnais, dans la vie, c'est jamais parfait. Il va y avoir aussi des enjeux associés à la transition énergétique. Pourquoi? Parce que d'une part, on pense qu'il va y avoir des goulots d'étranglement pour les minéraux nécessaires à la transition et il y a la Chine qui domine les chaînes d'approvisionnement dans les minéraux. Pourquoi tout ça? Bien, parce qu'un véhicule électrique, par exemple, ça consomme 6 fois plus de minéraux qu'un véhicule à essence. La production d'électricité de source éolienne consomme beaucoup plus de minéraux. On va continuer. Consomme beaucoup plus de minéraux qu'une centrale au gaz.
Les mines, OK, il nous faut des mines, mais les mines prennent de 10 à 15 ans de la découverte à l'exploitation et il y a des enjeux de gouvernance pour certains minéraux, dont le cobalt, dont 70 de la production est en République démocratique du Congo, un pays à la mauvaise gouvernance. Donc, on va y voir tout de suite. Je voulais aussi, je voulais représenter graphiquement. Vous voyez ici la consommation d'une auto conventionnelle ici en bas. Regardez le véhicule électrique. On consomme beaucoup plus besoin de minéraux. Même chose ici, une centrale éolienne et une centrale solaire consomment beaucoup plus de minéraux qu'une centrale au gaz. Vous voyez les différences. Et une agence aussi sérieuse que le Fonds monétaire international dit, si on va atteindre le net zéro en 2050, là, moi je vous le dis, là, il y a un os. Il y a un os, là. Il va manquer de graphite, il va manquer de cobalt et il va manquer de nickel. Donc, il y a un problème. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc, le premier enjeu, c'est le problème de goulot d'étranglement. Le cuivre, on en a beaucoup besoin. Les fils électriques ont besoin de beaucoup de cuivre. Et là, il y a un autre rapport aussi d'une firme très sérieuse qui emploie des gros mots, je dirais. Ils disent qu'il va y avoir un problème dès 2025. La production doit doubler d'ici 2035. Et le cuivre est encore plus concentré que le pétrole. Et on sait comment la concentration du pétrole a amené des graves problèmes géopolitiques dans le monde. Donc, il y a aussi un enjeu de sécurité nationale. Alors, le premier enjeu, donc, cette concentration, ces problèmes de disponibilité des minéraux nécessaires à la transition. Alors, vous voyez ici le nombre de mines qu'il faudrait construire en 10 ans, mais je vous ai dit que ça prend de 10 ans à 15 ans avant de construire une mine. Il en faudrait 336 dans le monde d'ici les 10 prochaines années. Il y a un os. L'autre problème, c'est la domination complète de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement des minéraux. En terres rares, 90 de domination, cobalt 65, lithium 60. Donc la Chine, les panneaux solaires, c'est 80 de la chaîne d'approvisionnement est dominée par la Chine. Je vais faire ici une petite nuance, il y a la production et aussi le raffinage, et c'est surtout en raffinage que les Chinois dominent complètement les chaînes d'approvisionnement des matériaux critiques nécessaires à la transition énergétique. Alors, nos gouvernements se sont réveillés à ça récemment, vraiment récemment. On parle de 1 à 2 ans. Les Américains ils ont adopté en 2022 sous Biden une directive présidentielle qui ordonne au gouvernement américain de tout faire pour briser cette dépendance avec la Chine. C'était adopté en février 2022. Même chose pour les Européens. Et ça on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais en novembre, là, le gouvernement canadien a dit aux Chinois, vous sortez de nos mines de lithium, terminé, vous partez. Alors, le ministre Champagne a adopté des mesures invoquant la sécurité nationale pour sortir les Chinois des mines de lithium au Canada. Dernier point, donc tout ça, ça nous amène beaucoup, c'est concret là, pour le Québec. Là. On n'est pas isolé du reste du monde. On l'est parce qu'on a déjà un réseau décarboné, mais on n'est pas isolé de ces grandes forces qui agissent sur le plan mondial dans le domaine de l'énergie. Alors, premier point à dire, le Québec, nous, on est extrêmement bien positionnés. Nous, on doit célébrer la transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà de l'électricité propre. Il y a 3 à 4 juridictions dans le monde où il y a de l'électricité propre, 100% décarbonée, et le Québec en est un. Là, on parle de 192 pays. Là. Et on est un des rares États dans le monde où notre électricité est entièrement décarbonée. Tous les pays du monde ont comme grand objectif de décarboner leur réseau. Nous, c'est déjà fait. Donc, c'est un atout majeur. Et bien, on sait tous ici que le Québec a beaucoup de mines aussi. On a des réserves minières qui sont importantes, avec une grande expérience et une qualité de main-d'œuvre qui est aussi très recherchée à l'échelle mondiale. Je vous parlais des engagements aussi. Tout le monde s'est dit, oui, moi, je m'engage à me décarboner. Là, toutes les entreprises aussi se sont dit, bien, on a pris un engagement. Puis là, le président, il se retourne vers son chef des approvisionnements, puis il dit, bien, comment on va le respecter, cet engagement-là, de décarboner nos activités? Puis là, ils se disent, bien, on va regarder dans le monde, là, puis, oh, bien, il y a le Québec. Le Québec est décarboné. Donc, si on transfère notre production au Québec, bien, on va être décarboné déjà. Donc, on va pouvoir cocher la case puis dire qu'on n'émet pas de gaz à effet de serre dans nos activités de production de jouets ou d'autres. Vous pouvez penser à n'importe quoi. Donc, on est devenu la cible des investisseurs dans le monde. Depuis 2 ou 3 ans, le Québec, là, il y a beaucoup de monde qui connaissent le mot Québec parce qu'ils savent qu'en venant ici,
ils ont de l'électricité décarbonée. En plus, on a une électricité qui est fiable, bien sûr, qui est peu dispendieuse. On se vante beaucoup de ça, effectivement. Le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où l'électricité est la moins chère par catégorie de clients, dans plusieurs catégories de clients, mais c'est le cas dans le secteur résidentiel. Mais la situation a complètement changé. Quand moi, j'étais à Hydro-Québec, j'avais des collègues qui parcouraient le monde pour attirer des industries parce qu'on avait un taux de chômage très élevé, beaucoup plus élevé que l'Ontario. Et on avait aussi beaucoup de capacité à produire des centrales hydroélectriques. Il y avait encore la Romaine qui n'avait pas été faite et d'autres rivières. Donc, la situation était vraiment différente. Je dirais qu'aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a un taux de chômage moins élevé que l'Ontario. Pour un gars de mon âge, j'ai de la misère à le dire parce que pour moi, c'était comme une donnée acquise dans mon cerveau pour la vie, qu'on allait toujours avoir un taux de chômage plus élevé que l'Ontario. Nous avons un taux de chômage moins élevé maintenant que l'Ontario et on a de la pénurie de main-d'œuvre. Et l'électricité décarbonée que nous avons, bien, le premier devoir que nous devons à nous-mêmes, c'est de décarboner nos propres activités. On a encore des voitures à essence, on a encore de la production industrielle qui fonctionne avec du gaz et du charbon, du gaz et du pétrole. Donc, cette électricité-là avec laquelle le monde est intéressé, on doit nous-mêmes l'utiliser pour décarboner nos propres activités. Donc, la donne a complètement changé. On n'est plus autant en demande pour attirer des investisseurs parce que on a un taux de chômage qui est faible. On n'a pas assez de monde pour fournir les usines qui veulent venir chez nous. Et on a nous-mêmes un peu besoin de notre électricité pour décarboner notre réseau. Donc, la situation au Québec, depuis, je dirais, 2 ans, a été complètement bouleversée. Alors, j'arrive à la fin, mais il y a 3 contraintes à cette transition dont je vous parle au Québec. Premièrement, les coûts. C'est sûr que si on veut consommer davantage notre électricité pour décarboner, ça va venir à des prix plus élevés. Entendons-nous, le coût moyen, c'est-à-dire que si on met toutes les centrales ensemble, le coût moyen reste bas au Québec, mais le coût marginal, c'est-à-dire la prochaine centrale qu'on veut construire, si on le construit à 4-5 sous, 6 sous le kilowattheure il y a 10, 15, 20 ans, bien aujourd'hui, ça va se faire plus à 11 ou 12 sous du kilowattheure. Donc, si on veut développer des capacités de production, ça va venir de manière avec des coûts plus élevés. Bien sûr qu'il y a l'éolien et le solaire qui vont venir jouer un rôle intéressant parce que ce sont des énergies encore peu chères. Mais, comme vous le savez, vous entendez souvent ça, ils ne fournissent pas de puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie d'approvisionnement dans des plages horaires où nous, on veut absolument de l'électricité. Il y a également des enjeux géopolitiques, ça veut dire plus de fils électriques, donc plus de mines. Et là, il y a un enjeu, puis là, moi, je nous pose la question, j'arrive à la fin, je nous pose la question. Il faut plus de mines. Parfait. Si on veut pas que si on veut respecter les droits humains, Congo, etc., et qu'on veut s'assurer que ça soit fait dans des conditions de bonne gouvernance où les droits humains, les droits des enfants, les droits environnementaux sont respectés, bien, il va falloir que ces pays-là changent. Et puis, c'est très difficile de faire ça, là. Ça va être très difficile d'assurer une bonne gouvernance d'approvisionnement comme des pays de la RDC. Bon, parfait. Ils peuvent pas, on juge qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais dans ce cas-là, ça va être à nous, aux pays développés, de le produire, nos mines. Or, qui veut une mine proche de son chalet? Donc, le dernier enjeu, selon moi, c'est l'enjeu de l'acceptabilité sociale. Et je vous avoue que j'ai un sourire en coin quand je vois maintenant apparaître dans les médias des enjeux très sérieux. J'ai été assisté à une audience publique sur un simple rehaussement de ligne en Estrie. Et déjà, il y a beaucoup d'opposition. La ligne existe, là. La ligne existe. On veut simplement la rehausser, puis déjà, les gens s'opposent. Et il y a également les claims miniers, vous en avez entendu parler, qui se sont multipliés au Québec. C'est incroyable comme ça s'est multiplié depuis 2 ans. Les gens en prennent conscience, puis se disent, ben moi, je n'ai pas acheté un chalet pour avoir une mine à côté de chez moi, là. Puis là, moi, je vous laisse sur ce malaise. Ben alors, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Si on veut pas que les mines, si on veut assurer une transition énergétique, il va falloir des mines, des minéraux. Et si on ne les veut pas des pays en voie de développement pour des enjeux de gouvernance, il va falloir le produire chez nous. Donc, je pense qu'il y a un dialogue national qui devrait s'engager au Québec et dans les pays développés sur ces enjeux-là. Je vous remercie. Merci, Yvan. C'était très instructif. Alors, on va passer à la période de questions. Y a-t-il des questions? Monsieur ici. Bonjour. Hello. OK. Mon nom est Will Dubitsky, anciennement de le gouvernement fédéral dans le domaine du climat et
les énergies vertes. Je vais essayer de résumer deux questions à la fois. Premièrement, je peux vous envoyer le lien qui dit qu'on a assez de minéraux critiques d'ici la fin de le centenaire. Deuxièmement, quand on parle des batteries, 95% d'une batterie est recyclable et on a la technologie aujourd'hui afin de produire des batteries avec 50% des nouvelles batteries avec 50% de contenu recyclé. Ça, c'est sur la question de batterie. Deuxièmement, sur la question de l'exportation de gaz naturel, on n'a pas parlé de méthane et des émissions de méthane. Oui, absolument. Et la situation pour le gaz naturel est passagère à cause de la crise énergétique en Europe. Avec ce qu'on a mentionné plus tôt, selon l'Agence internationale de l'énergie, 90% de vos capacités pour la génération d'électricité est représentée par les énergies renouvelables. Alors, et ça, c'est de 2022 à 2027. Alors, la situation de la crise énergétique, c'est passagère. L'Europe a l'intention d'être, l'Union européenne a l'intention d'être indépendant énergétique d'ici 2027. Alors, les choses vont changer et le marché pour le gaz naturel va chuter très vite au niveau mondial. OK. Deux choses, c'est que j'hésite toujours à m'embarquer dans des prédictions parce que, comme on le sait, elles sont toujours fausses. Quand on étudie l'énergie, comme j'ai eu la joie de le faire les 2-3 dernières années, on s'aperçoit que plein de choses imprévues arrivent. Donc, mais je vais quand même un peu me risquer. Pour les minéraux, plusieurs commentaires, mais deux me viennent à l'esprit. Premièrement, il y a encore une évolution là, dans les technologies des batteries. Juste avant cette présentation, on parlait de batteries solides qui ne requièrent pas autant de nickel venant du Congo. Donc, il y a peut-être ces technologies-là qui vont se développer. Il y a sûrement des améliorations technologiques qui vont venir, qui vont faire en sorte que, justement, les entreprises, voyant leur dépendance et leur vulnérabilité, vont se dire qu'il faut développer des technologies qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir faire ça avec des minéraux qui sont plus fiables. Donc ça, j'en doute pas également. L'enjeu, c'est que là, on commence les véhicules électriques. Donc en termes de recyclage, ça commence à se mettre en place clairement, mais les premières batteries qui devront être recyclées vont venir dans 10 ans là, ou dans 15 ans parce que les gens commencent à s'acheter des véhicules électriques. Donc la problématique va venir. Pour le gaz naturel liquéfié, vous avez parfaitement raison. Là, en 2027, il n'y aura plus de gaz russe. Les Européens sont c'est très clair dans leur tête qu'ils veulent se séparer des énergies fossiles. Mais il ne faut pas oublier l'Asie. Il ne faut pas oublier la Chine. Eux utilisent le charbon le gaz pour se décarboner, pour transiter vers une énergie moins polluante que le charbon. Ils utilisent abondamment le charbon. Donc, ils se disent, pour nous, cette idée que c'est une énergie de transition, elle est encore prégnante en Chine. Ils se disent, mieux vaut utiliser ça que d'utiliser du charbon. Donc, il y a encore un marché du gaz naturel liquéfié, fort probablement pour les 15 prochaines années, pour notamment la consommation énergétique en Chine, très importante, et également en Asie. Oui. Bonjour. Au début, vous parliez un peu que la transition ne se fait pas encore, là, qu'on débute. Puis c'est vrai qu'on est un peu dans les balbutiements, là, mais ça s'accélère beaucoup. Mais je dirais que je pense qu'il y a quand même des phares qui nous montrent la possibilité. Il y a des coins un peu particuliers comme en Australie. En ce moment, il y a une grosse section de l'Australie qui est presque complètement chargée par des énergies renouvelables. Ouais. Donc, ça nous donne peut-être une piste à suivre. C'est sûr que les autres sont dans une situation particulière, mais ça nous donne peut-être une idée vers où aller. Là, puis, ça, je sais pas. Absolument. Bien, de toute façon, le Québec est décarboné lui-même. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes
nous sommes un exemple. Là où on n'est pas, je ne veux pas qu'on se flatte la bédaine, là, on est des grands consommateurs d'énergie. On le sait, M. Pinault en parle souvent, on consomme énormément d'énergie. Comme le prix de l'électricité aussi est peu cher, on a peut-être tendance à en gaspiller un peu. Et également, il faut décarboner nos propres activités qui sont alimentées par du gaz. Donc, on a encore du travail à faire. Mais je pense que nous, le Québec, justement, quand on parlait de... moi, je suis un ancien commercial, donc je vois aussi l'opportunité commerciale pour les Québécois de faire valoir leur expertise en décarbonation, en transition énergétique, du fait que nous-mêmes, on part avec un pied d'avance. Si on parle d'une course de F1, là, une course de véhicule électrique, mettons, pour être poli, là, on est à l'avance, on est sur le peloton de tête. Donc, je pense qu'on a une belle expertise nous-mêmes à développer qu'on pourra ensuite vendre à l'échelle internationale. Oui. Je vous remercie. Malheureusement, on a une conférence qui s'amorce. Monsieur Clich, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Que d'informations. Merci. Dans quelques minutes, débute ici en fait un panel sur l'opération ou la construction de maisons. Et en simultané, de l'autre côté, sur le chapitre 1, les 5 piliers du succès d'un plan d'électrification des transports. Alors, je vous rappelle qu'on poursuit les conférences jusqu'à 9 h en soirée. Merci.